Bonjour, je m'appelle Oscar Stapel, je suis responsable de la station STEP, donc Astrédor Loire-Bretagne STEP, située à Saint-Brieuc, Langueux. Et donc nous, on a travaillé dans ce projet sur l'aspect l'ombre, un aspect qui est quand même assez important en agriculture urbaine. Bon, pourquoi on était dans ce projet? C'est surtout parce que notre passion, c'est la lumière. Donc, depuis 2003, on a travaillé sur le filtre lumineux pour avoir une meilleure qualité de lumière dans les structures de production. Et à partir de là, on a commencé à travailler sur l'éclairage LED en serre et aussi dans des situations plus confinées. Donc aujourd'hui, on parle plutôt ombre, donc c'est pas bon, c'est une nouvelle passion, hein, parce que nous, on essaie toujours d'avoir un maximum de lumière dans les serres. Mais comment les plantes réagissent quand on met plus d'ombre? Est-ce que la qualité de la plante reste encore suffisante? Est-ce que la qualité de la plante est encore commercialisable? Donc c'est ça ce que j'aimerais vous présenter. D'abord, juste pour vous montrer, l'agriculture urbaine, c'est quand même une notion qui est assez large. Hein, donc, ça peut commencer donc déjà avec des petites des espaces publics qui sont en fait plantés par les individus pour avoir une meilleure qualité de vie. À partir aussi des associations qui se regroupent pour faire des jardins communs. Après, donc, déjà, on commence à produire plus commercialement sur les toitures. Maintenant, on va aussi le tour maraîchère de Romainville. Et ensuite, on va un petit peu plus dans la technicité des choses avec donc la production confinée, par exemple. Ici, c'est un projet de démonstration et de recherche qui s'appelle Brightbox Venlo Pays-Bas. Donc, vous voyez, c'est quand même une large thématique qui concerne beaucoup de différentes productions végétales. Et bon, aussi dans cette thématique, donc l'ombre joue un rôle très important, surtout quand on est en ville avec les grands bâtiments, avec des situations qui sont moins adaptées souvent pour faire produire proprement donc des cultures. Bon, on peut déjà penser à, par exemple, les programmes à la télé où certaines problématiques par rapport à la plante sont présentées par comment faire pousser une plante dans une situation d'ombre. Donc, on peut penser, par exemple, ça m'échappe un petit peu, c'est le programme. C'est un programme sur les jardins, donc il y a toujours un habitant qui a un problème, et souvent, c'est l'ombre. D'abord, j'aimerais vous juste présenter. Comment? Ah. Oui, silence, ça pousse, exactement, c'est ça. D'abord, juste quelques notions par rapport à la lumière, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important à savoir avant qu'on procède à la reste de la présentation. Donc la lumière pour la plante, c'est en fait un spectre qui est assez petit quand on voit le spectre de rayonnement énergétique qui va des rayons gamma jusqu'aux rayons radio. Donc vous voyez la partie qui est visible est entre 400 et 700 nanomètres. Donc ça, c'est en fait la lumière qui est donc utile pour la photosynthèse. Après, il y a une partie des spectres, ce qu'on utilise aussi, donc, qui sont utilisés par la plante pour la signalisation et pour la morphologie. Donc ici, c'est un petit peu plus dans les détails. Donc vous voyez la partie invisible à gauche, donc ce sont les UVB et les UVA. Les UVC, ça n'existe pas sur Terre, c'est plutôt, on peut le créer. Après, on a la partie visible qui va de presque 400 à 700. Et en fait, après, on rentre dans la partie invisible, donc l'infrarouge proche et l'infrarouge lointain. Donc la partie qui est importante pour la croissance, c'est surtout la lumière entre 400 et 700 nanomètres, la lumière par. Photosynthesis active radiation, donc radiation active pour la photosynthèse. Après, les autres parties de la lumière, ça peut servir pour la plante, pour la lumière mare, donc le morphogenesis, active radiation. Donc, par exemple, l'UV peut durcir la plante et aussi avoir certains effets très bénéfiques pour la qualité de la plante.
Mais c'est moins important, pas du tout important pour le vrai photosynthèse. Après, juste pour voir, donc ici, on parlait toujours l'intensité lumineuse en luxe. Pour la plante, c'est complètement différent. Donc, vous voyez à gauche la sensitivité de l'œil humain. Donc, on voit que plutôt dans le vert, le jaune, on a une sensibilité très forte. Et dans le bleu et le rouge, c'est beaucoup moins forte. Tandis que pour la plante, c'est inverse. Donc, on a beaucoup plus de sensitivité au niveau bleu et rouge. Donc, il est aussi important d'introduire maintenant une unité d'intensité lumineuse qui s'appelle donc, qui est exprimée en micromole par mètre carré par seconde et pas en lux. Donc ça, c'est très important aujourd'hui d'utiliser cette unité pour qualifier en fait la lumière pour la photosynthèse. Donc, pour le projet Techno, on avait donc deux objectifs dans l'action 1. Donc, le premier objectif, c'est de savoir comment les végétaux répondent dans des situations d'ombre assez importantes et quels végétaux peuvent être déjà intéressants à produire dans un cadre agriculture urbaine. Et ensuite, on a donc travaillé avec une société qui s'appelle Echi sur un capteur solaire avec des lentilles et de Fresnel et donc la lumière naturelle est en fait transférée par fibre optique dans une salle de culture où on a donc fait pousser quelques plantes. Donc c'est en fait inspiré par donc une visite de Guillaume à New York où il y a donc le projet Lowline. Donc là donc ils ont montrer donc aussi les différentes plantes qu'on pouvait pousser dans cet environnement, en sachant quand même qu'il s'agit souvent donc des plantes qui sont déjà des plantes d'ombre, donc des fougères, des plantes qui sont déjà beaucoup moins exigeantes en lumière. Bon, pour le premier objectif, donc travailler sur les différentes plantes, donc on a ici un serveur, donc on a un œil de tablette de superirrigation et on a couvert avec différentes filets d'ombrage. Donc on a demandé, donc vous voyez aussi un petit peu donc la position du soleil dans la journée sur le dispositif. Donc on a demandé aux fournisseurs spécialisés de nous fournir des filets avec des taux d'ombrage voulus par notre commission de pilotage. Donc on a demandé, je ne me souviens plus exactement, 35, 60 et 80%. Donc ce sont en fait des filets. Donc d'abord, je vais trop vite. Après, donc, on a testé une vingtaine de taxons. Donc, c'est aussi la commission de pilotage qui nous a indiqué quel type de plantes il fallait quand même utiliser ou faire tester. Donc, ce sont à la fois donc, des fleurs comestibles, des micro-pousses. Donc là, vous voyez une liste de micro-pousses et donc aussi des jeunes plantes de légumes. Donc, ça, c'était en 2017. Donc, pour les fleurs comestibles et pour les plantes de légumes et pour les plantes aromatiques, on a utilisé donc 15 pots de 10 par modalité. Et pour les micro-pousses, on a utilisé des terrines et on a fait 3 séries de production. Donc, la problématique donc avec le filet d'ombrage est survenue assez rapidement. Donc, on a reçu les filets. On a mesuré donc la lumière par intensité et lumière par sous les différents filets et on s'est rendu compte qu'on n'a pas arrivé donc à avoir un nombre suffisant pour cet essai. Donc vous voyez les valeurs, hein, donc 18, 22 et 43% d'ombre obtenus avec donc ces 3 différents filets. Donc finalement on était obligé de doubler le filet pour se rapprocher des taux d'ombre voulus dans cette expérimentation. Donc vous voyez, il y a quand même un écart entre le taux d'ombrage revendiqué par les fournisseurs et en fait le taux d'ombrage mesuré. Et ça peut être lié à la notion luxe ou micromole par mètre carré par seconde. Donc ça peut être un problème d'utilisation des unités pour évaluer ces filets. Ça peut être aussi un autre facteur qui a joué un rôle important.
Après, donc, on voit aussi que donc, on a donc obtenu quand même des taux d'ombrage qui sont bon, assez rapprochables des taux qui sont voulus par la commission, comité de pilotage. On a un autre problème, on a vu un petit peu plus tard, c'est qu'avec un changement, parce qu'en fait on a reçu les filets en différentes couleurs, en noir et en vert. Et on voit tout de suite que les filets verts changent aussi les spectres sous le filtre. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte lors de la présentation des résultats. Donc c'est pas uniquement l'ombrage qui a joué un rôle, mais peut-être donc aussi le spectre sur le dispositif. Donc vous voyez ici donc, une synthèse des résultats sur le 20 espèces testées. Donc en général, on peut quand même dire que les micropousses se maintiennent assez bien dans des conditions d'ombrage assez importantes. Donc on peut aller jusqu'à à peu près 67% de réduction de lumière part pour quand même obtenir une qualité de micropousse satisfaisante, sauf pour le betterave qui est un petit peu moins, plus sensible à un ombrage plus important. Pour les plantes légumes, bon, c'est quand même assez mitigé. On peut aller jusqu'à 59% et après, donc il y a vraiment un problème sur la qualité. Donc la plante, vous voyez aussi dans les photos hein, que la plante a du mal vraiment à pousser et reste quand même reste assez compacte et donc une durée de culture plus élevée. Et ensuite, vous voyez, donc, pour produire la fleur comestible, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc là, on peut produire avec un certain degré d'ombre, mais quand même, ça doit rester quand même assez raisonnable. On ne peut pas aller trop loin, parce que bon, pour une belle fleur, pour une bonne production, il faut quand même avoir beaucoup de lumière. Certaines espèces comme le tagette se maintient quand même assez bien, mais on voit tout de suite aussi que le diamètre de la fleur est affecté. Donc on a des fleurs avec un diamètre moins important. Bon, après, donc, après une réunion, ce qu'on a eu avec le COPIL, donc on a fait poursuivi l'expérimentation en 2018. Donc, ce qui était important, c'est déjà de diminuer le taux d'ombrage, donc maximum 60%, intermédiaire à peu près 25%. Le couleur, on va changer, donc on a uniquement choisi donc, le noir pour éviter donc, ce changement de spectre. Et donc, on a aussi intégré plus de fleurs comestibles et de plantes aromatiques. Donc ici, le 25 taxons, ce qu'on a donc évalué. Donc, donc c'est le même dispositif, hein, donc on a juste changé donc, le filet. Et on était quand même aussi obligé encore d'ajuster le nombre de couches de filet pour arriver à un bon taux d'ombrage. Ce qui est important en 2018, c'est quand même on a donc défini le taux d'ombrage en utilisant la notion DLI, Daily Light Integral. Donc c'est le somme de lumière par jour, par mètre carré. Donc on a mesuré sous les différentes filets pour donc calculer le taux d'ombrage dans le dispositif. Donc vous voyez donc aussi qu'on pouvait donc directement donc aussi mesurer le somme lumière par jour obtenu sous les différentes filets. Donc, à gauche, vous voyez donc un graphique qui montre un petit peu l'évolution de somme lumière par jour dans sous les différentes filets d'ombrage. Donc, ça peut varier de façon très importante. Donc, c'est important de mesurer pendant une période assez longue pour obtenir des valeurs plus fiables. Et ensuite, on a encore ce phénomène que quand on a une triple couche de filet d'ombrage, donc à 60% d'ombrage, on voit quand même encore un changement de spectre.
Donc, dans cette expérimentation, il ne faut pas négliger que le spectre a joué aussi un rôle dans le taux d'ombrage le plus important. Aussi, la température, bien sûr, a joué un rôle dans cette expérimentation. Vous voyez ici, c'est juste pour vous donner un petit peu une indication. Hein. Donc, vous voyez en bleu sans ombrage et en jaune, donc avec l'ombrage le plus important. Vous voyez que donc, sous ombrage le plus important, la température est souvent moins importante. Donc, ça, c'est aussi un facteur qui a joué dans cette expérimentation. Donc, les résultats. Donc, on a en général donc, des plantes qui restent de assez bonne qualité, surtout au niveau des micro-pousses. Donc, un ombrage jusqu'à 45% d'ombrage par, on obtient quand même un produit qui reste assez intéressant. Bon, dans les articles, on voit quand même que les micro-pousses ont besoin à peu près 9 moles par mètre carré par jour. Et donc, on a vérifié, et c'est vrai que nos micro-pousses, donc à 45 degrés, le DLI est autour de 8 à 9 micromoles. Pour les plantes légumes, ça reste quand même assez délicat, donc il ne faut pas avoir trop d'ombre. Fleurs comestibles, c'est encore la même histoire. Donc là aussi, la production est quand même très très affectée sous ombre important. Et ensuite, pour les plantes aromatiques, vous voyez qu'il y a quand même certaines plantes aromatiques qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière en fait pour avoir une bonne qualité. Donc, mais en général, on peut dire qu'en 30% de l'ombre semble peu influencer la production d'aromatiques. Quand on va au-delà, il y a certaines espèces qui réagissent mal. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a déjà quelques publications disponibles, hein, donc les publications par Purdue University aux États-Unis, où ils ont en fait estimé ou évalué le besoin en lumière par de différentes espèces horticoles et maraîchères. Et on peut donc utiliser ces tableaux aussi pour déjà situer à peu près que la plante a besoin comme lumière pour obtenir soit une qualité correcte, une qualité excellente ou une qualité, il faut faire attention, une qualité médiocre. Donc quand on voit par exemple les taux d'ombrage, ce qu'on a appliqué dans notre essai, donc 30, 45 et 60%, on voit quand même que, en général, on s'en sort pas mal au niveau des qualités des plantes testées. Donc, ces publications peuvent donc être utilisées déjà pour avoir une idée dans quelle plage de DLI quel type de plante on peut produire. Quand on va un petit peu plus loin, quand on sait déjà donc le besoin en DLI pour la plante, on peut donc aussi optimiser ou maximaliser la qualité de la plante en ajoutant de la lumière artificielle ou de la lumière artificielle pour en fait augmenter ou booster le DLI pour en fait avoir une meilleure qualité de la plante. Donc, quand on a, par exemple, on peut obtenir avec la lumière naturelle un minimum DLI de 12, et notre objectif, c'est d'avoir entre 15 et 20, on peut donc beaucoup plus facilement calculer l'intensité lumineuse et la durée de l'éclairage pour arriver à une production de haute qualité. Donc ça, c'est juste pour un exemple pour vous montrer qu'il y a des possibilités de déjà bien préparer un projet d'agriculture urbaine dans de différentes situations. Bon, la deuxième partie de l'objectif, c'était donc le transfert de la lumière solaire par fibre optique, donc avec la société ECHI. Donc ici, c'est un capteur solaire donc avec 10 lentilles Fresnel. Et donc chaque lentille Fresnel est connectée à une fibre optique qui en fait qui transfère la lumière dans une cabine isolée où on teste donc sur différentes
cultures, mais surtout les micro-pousses, parce qu'on a mesuré l'intensité lumineuse qui n'était pas suffisante en fait pour une production horticole classique. Donc on a juste travaillé donc avec les micro-pousses, donc les cultures nécessitant le moins de lumière, intensité lumineuse. Bon, ce sont des mesures. Donc là, on va au niveau intensité lumineuse. Donc quand on a deux types de fibres, fibres à base de silice et fibres à base de plastique, on a des intensités lumineuses qui ne sont pas suffisantes. Donc ça, ce sont en fait, à gauche, ce sont des mesures, ce qu'on a fait en Bretagne, donc avec 100 nuages, donc avec plein de soleil. Et vous voyez qu'il y a quand même une perte d'intensité lumineuse qui va de 64% pour le fibre silice jusqu'à 82% de fibre plastique. Donc ça, c'est sous conditions très ensoleillées. Il faut s'imaginer que quand on a donc une couverture, on n'a pas du tout de lumière dans la cabine. Hein. Donc là, il y a une perte. Donc les plantes sont complètes dans l'ombre. Donc on a vu que dans ces conditions, on ne pouvait pas proprement produire une plante. Et donc ça, c'est des observations donc, avec ce système qui nous a donc c'est un petit peu la conclusion aussi qu'avec ce système, on ne peut pas donc produire des plantes de façon optimale. On va ça aussi au niveau du spectre. Donc c'est en fait une comparaison entre fibres plastiques, fibres silice et donc le témoin hors cabine. On voit tout de suite que le fibre plastique change en fait aussi le spectre lumineux dans le tunnel. Donc on voit une lumière qui est un petit peu plus blanche par rapport à la lumière émise par les sources d'une fibre silice. Donc ici, on peut quand même dire qu'une fibre à base de silice est plus intéressante pour faire la production horticole ou la production végétale parce qu'il n'y a pas trop de changements au niveau du spectre solaire. On a aussi fait des mesures par rapport à la distance de la source lumineuse et on voit aussi que souvent le problème c'est que quand on mesure 20 cm de la source lumineuse, il n'y a pas trop de différence au niveau du spectre, mais dès qu'on descend vers 60% où on a donc aussi nos plantes, notre production, il y a tout de suite un spectre qui change, donc avec beaucoup moins de rouge et donc relativement moins de rouge. Donc ça peut donc aussi expliquer une réponse à la plante un petit peu bizarre, quoi. Donc une qualité, mauvaise qualité. Donc les conclusions par rapport à ce système de lumière solaire par fibre optique. Donc c'est un outil qui est peu adapté à la production végétale. Donc il y a une insuffisance au niveau intensité et somme de lumière. La surface éclairée est beaucoup trop limitée, donc on ne peut pas vraiment éclairer des tablettes de 8 mètres carrés avec quelque chose. Il faut quand même avoir pas mal de fibres pour couvrir une table de production. Donc on a quand même vu que la fibre optique à base de silice est relativement plus performante par rapport à la fibre plastique. Et ensuite, je pense que les applications de lentilles et de Fresnel, ça peut être intéressant, mais peut-être sans fibre optique. Donc on peut peut-être aussi réfléchir à utiliser des puits pour éviter la perte par fibre optique de la lumière. Et j'ai vu aussi, donc, dans le système à New York, il y avait aussi des puits pour avoir une lumière plus intense sur les plantes. Donc moins de perte de luminosité. Ce qui est important aussi, en France, on ne connaît pas encore cette idée de faire une cartographie DLI. Donc ça, c'est quelque chose qui est très développé maintenant aux États-Unis. De janvier jusqu'à décembre, on sait à peu près le DLI par région. Aujourd'hui, il y a juste une société qui s'appelle Totem, qui propose donc aussi donc, ce type de cartes qui sont développées, je pense, par eux, qui sont payants aussi. Donc ici, c'est juste un exemple d'une cartographie DLI de la France au mois de août.
Donc ce sont des informations qui sont pour nous quand même très importantes parce que avec ça, on peut donc adapter la production en fonction donc de la région et on peut adapter avec de l'éclairage artificiel en complément si nécessaire. Donc les perspectives, donc on va plutôt, donc ça c'est plutôt encore les études américaines, hein. Donc ils ont en fait classé 4 différentes classes de plantes. Il y a des plantes d'ombre, donc qui ont besoin en somme-lumière entre 3 et 5 moles par mètre carré par jour. Après on a les plantes de mi-ombre de 6 à 11, plantes de soleil à 12 à 18, et après on a les plantes de soleil jusqu'à de 18 et plus. Donc ça, c'est une classification qui peut être intéressante aussi à utiliser en horticulture, et notamment en horticulture ornementale. Et après, on peut aller plus loin pour développer des DLI plus précises par culture. Ça dépend aussi le niveau de technicité de la production. Si on a la possibilité d'avoir un éclairage artificiel, on peut aller plus loin pour s'approcher donc un DLI optimal pour la culture. Donc la présence de l'équipement d'éclairage doit être bien sûr présente. Après, en horticulture, souvent on est confronté à des multicultures dans un serre. Donc là, il faut trouver un compromis qui convient à la diversité de la culture. Après, on a un petit souci, c'est surtout au niveau de la variété. Les variétés horticoles, ce sont souvent des variétés qui sont sélectionnées pour son esthétisme, mais au niveau sensibilité de la lumière, on voit des différences très importantes même entre les variétés. Et ça aujourd'hui, c'est encore un problème pour utiliser, par exemple, les variétés horticoles dans une production végétale en ferme verticale, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a donc des jeunes plants où il y a des plantes qui sont bien dans la serre, mais qui ont en fait du mal à bien pousser dans les fermes verticales. Donc là, on a besoin aussi une sélection variétale. Et ensuite, ce qui est important en utilisant le DLI, c'est la notion de qualité de produit. Je pense que quand on est dans une association où on produit des légumes localement, on ne va pas avoir des critères de qualité très exigeantes. Donc peut-être le DLI, ce n'est pas une notion trop importante. Tandis que pour la production avec une technicité plus importante, là, ça va jouer un rôle très important de la qualité. Bon, développement, donc pour l'avenir, on peut donc penser à développer des méthodes de caractérisation de la lumière dans les structures de production. Donc on peut assister certains projets qui voient le jour en termes d'agriculture urbaine. On peut les accompagner donc, en caractérisant la lumière et apportant aussi des idées techniques par rapport à un éclairage artificiel. On peut aussi penser à évaluer au niveau techno-économique des solutions et stratégies d'éclairage pour la production d'efficience en luminosité. Donc on peut penser à un éclairage hybride, donc en utilisant par exemple un éclairage LED en complément, ou en utilisant un éclairage adapté à l'agriculture urbaine. Donc on a travaillé maintenant avec la société ECHI, mais il y a peut-être d'autres propositions pour aider à développer des éclairages innovants. Et ensuite, ce qui est très important, surtout pour les productions très intensives, c'est travailler avec les capteurs. Donc c'est la plante qui est centrale. On applique les capteurs sur les feuilles. On travaille plutôt donc avec des cultures connectées pour être sûr que la plante se trouve dans une situation optimale. Donc ça, c'est quelque chose ce qu'on voit de plus en plus apparaître aussi en horticulture, en maraîchage. C'est la plante qui est centrale. Quand on se sent bien dans un serre, ça ne veut pas dire que la plante se sent très bien. Donc il faut vraiment mettre au central, en fait, la plante et pas l'humain. Donc je vous remercie pour votre attention.
On va prendre vos questions, hein. J'ai oublié de vous dire qu'on réserve quand même 15 minutes par intervention pour qu'il y ait des échanges si vous en avez, des questions et des interrogations, ou peut-être des choses, des éléments supplémentaires que vous vouliez rajouter de votre côté, si vous avez déjà eu des problématiques d'ombrage, d'éclairement, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, j'ai déjà une question là. Et puis le débat, enfin, il n'y a pas vraiment de débat en tant que tel, mais n'hésitez pas à poser les questions à Oscar. Tu peux peut-être te mettre là, comme ça on peut faire circuler 2 micros. D'accord. Vous pouvez vous présenter juste rapidement avant de prendre la parole, comme ça on sait de qui vous êtes. Bonjour, Alexandre, je suis expert en environnement et je développe une entreprise qui s'appelle Allobe, allobe.farm. J'ai pas mal assisté à ce genre de présentation, j'ai aussi fait de la recherche en Belgique. Et je me demandais quelle méthodologie vous avez utilisée pour la protection des plantes. Est-ce que c'était en bio ou pas? Et est-ce que l'ombrage avait un effet sur le développement des parasites? Oui. Bah, normalement, on travaille donc dans la culture horticole, on utilise déjà beaucoup les auxiliaires qui sont disponibles sur le marché. Dans cette étude, on n'a pas appliqué donc, des insecticides, mais on n'a pas du tout, pas non plus appliqué donc, les auxiliaires. On n'avait pas besoin d'intervenir pour protéger les plantes contre les maladies et les ravageurs. C'est peut-être aussi un petit peu lié que bon, 3 des 4 modalités étaient déjà à peu près. Il y avait une barrière contre déjà les insectes. Mais dans notre expérimentation, donc, on n'a pas utilisé donc, des moyens biologiques ou chimiques pour protéger les plantes. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions sur ce sujet-là? N'hésitez pas. Non, ça vous va? Tout va bien? Tout était hyper clair? Il y a une question là. Séverine Charrière du cabinet Espelia, le conseil aux collectivités. Moi, je voudrais savoir si vous avez recontacté Lowline et que vous leur avez parlé de vos résultats. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, on devait le faire, on a commencé, moi j'ai communiqué avec eux par email, et en fait le problème c'est qu'ils ont fermé leur pilote il y a déjà 1 an et demi. Moi j'étais allé en 2016, fin 2016, début 2017 là-bas. Et depuis, le pilote a fermé et ils cherchent de l'argent. En fait, c'est une société privée. C'est une méthode à l'américaine où ils font de l'aménagement par des entreprises privées. Donc, en fait, ils cherchaient de quoi lever de l'argent. Donc, ils avaient levé de l'argent pour faire leur pilote. Et là, j'avais personne au bout du fil. Et c'est vrai qu'on n'a pas repris contact avec eux depuis quasiment 1 an, 1 an et demi. Moi, je pense que ces enjeux-là, ils peuvent être pertinents. Allez-y s'il y a des questions, parce que sinon, j'ai des choses à vous raconter. Bien, merci. Donc Régis Triolet, pour l'enseignement agricole. Est-ce qu'il y a eu des croisements et des comparatifs avec ce qui se passe sous les arbres? Je fais le lien avec l'agroforesterie concernant donc l'ombrage. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent par rapport à ça? C'est difficile à caractériser parce que ça dépend quel type d'arbre on parle. Mais aujourd'hui, on peut facilement le caractériser en utilisant des mètres DLI. Donc, ce sont des enregistreurs et je pense que c'est très intéressant à utiliser en espace vert. On peut le mettre dans différents endroits et on peut donc enregistrer pendant 1 semaine, par exemple, le DLI, on peut obtenir sous un arbre. Donc, ce sont aujourd'hui des enregistreurs qui sont disponibles sur le marché depuis peu. Et ce sont des outils qui ne coûtent pas si cher. Donc, c'est entre 200-300 € pour 3 enregistreur DLI. Donc ça peut aider donc aussi à définir quel type de plante on peut donc planter sous un arbre ou à côté d'un bâtiment. C'est important. Quentin, il y a une main levée juste en face de toi. Oui, bon, moi je viens pas de monde, je connais très peu de votre domaine. Mais je me pose la question, est-ce que vous avez étudié le facteur de vent? Par exemple, quand vous parlez ombre sur l'arbre, il y a aussi du vent. Oui. Mais vous, c'est protégé quand même. Oui, c'est ça. Non, on n'a pas testé le facteur vent. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant à tester. On sait qu'avec le vent, la plante peut aussi pousser un petit peu moins. On a des exemples aussi dans notre institut technique sur le thicmomorphogenèse, donc on touche les plantes régulièrement et la plante reste compacte. C'est la même chose, on peut faire avec le vent. Donc c'est en fait la anémomorphogenèse.
Mais c'est un facteur qu'on peut prendre en compte dans les prochains essais. Par contre, c'est assez compliqué parce que là, on intègre 2 facteurs dans un essai, quoi. J'ai une question ici, Quentin. Bonjour, Benjamin Legrand, je suis parti de l'école ISA Lille. En fait, on a un projet en ce moment où on veut produire dans le patio de l'école. Et on a étudié différentes solutions techniques, notamment les lentilles Fresnel que vous avez étudiées, qui se sont avérées extrêmement chères. Et est-ce que vous avez envisagé des techniques de réflexion plus low cost à la base de votre projet? Oui. Bon, on a pensé à ça, un projet de l'avenir. Ça peut être très intéressant à utiliser. Voir comment on peut en fait utiliser cette technique pour éclairer la partie ombrée d'un espace. Oui. Ça peut être en ce moment, on n'a pas encore mis en place ce type de... Donc il faut avoir aussi un système qui se positionne chaque fois par rapport au soleil pour avoir exactement le même espace éclairé, quoi. Donc il faut... ça peut être un très bon moyen pour rediriger en fait la lumière vers... Le système américain, c'était mobile, hein. C'est-à-dire la lentille de Fresnel suivait la course du soleil. Donc le prix, je pense, c'était horrible, hein. C'était très élevé, hein. On ne parle pas de choses très peu chères, hein, bien sûr. Les capteurs, ce qu'on a eux aussi, c'est pour ça que c'était cher aussi. Ça suivait aussi en fait le soleil, quoi. Donc pour avoir un maximum d'intensité lumineuse. Mais vous avez vu que tout ce qui passe par un fibre optique, bon, on a 10 mètres de fibre optique, donc il y a déjà une perte liée à cette longueur de ligne. Donc la perte est déjà très importante. Mais c'est une bonne idée, oui, à vérifier. Bonjour, Antoine Juvin, Culture en Ville. Donc nous, on fait de l'agriculture urbaine, mais en extérieur sur des substrats issus de déchets. Et là, dans vos expérimentations, l'ombrage, il est continu. On enlève toujours 40% de la lumière que reçoit la plante. Mais dans le cadre du nombre porté, par exemple, d'un bâtiment, est-ce que c'est les mêmes principes ou c'est différent? Je ne suis pas sûr que j'ai compris. De saison à saison? Non, par exemple, si on est sur une surface qui est ensoleillée, par exemple, de 8h à midi, mais qui l'après-midi est derrière une ombre portée d'un bâtiment, est-ce que c'est le même type de résultat ou est-ce que c'est différent? Là, je pense qu'il faut raisonner au niveau sombre-lumière. Donc là, il faut vraiment voir, parce qu'en fait, une plante a besoin d'une certaine dose de lumière par jour. Et si c'est par exemple très ensoleillé le matin et moins ensoleillé le midi, l'après-midi, c'est pas grave. Il faut juste compter le sombre-lumière par jour. Et donc avec cette valeur, on peut donc vérifier si la plante a assez ou pas. Donc ça, c'est une approche qui est assez simple et efficace pour ensuite définir quel type de végétaux peuvent donc se maintenir dans cet endroit. À savoir aussi que quand on fait une mesure, ça doit être toujours, bien sûr, être dans la saison de croissance de la plante. Donc ce n'est pas la peine de mesurer, par exemple, en été, tandis que c'est une plante qui est beaucoup plus intéressant, par exemple, au printemps, par exemple, le plantain massif. Oui, Christine Aubry, juste une petite remarque. Je trouve très intéressante cette approche par les sommes de DLI. Donc ça ressemble quand même fortement à ce qu'on a l'habitude en agronomie, qui sont les sommes de degrés jour. Et je crois que certains de mes collègues, à l'INRA travaillent effectivement un peu avec ça, mais c'est vrai que ce n'est pas encore passé vraiment dans l'enseignement. Exactement. Et c'est très dommage, et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose à jouer, dans laquelle finalement on pourrait dire que l'agriculture urbaine amène à se poser des questions dans l'enseignement et à apporter des niveaux de connaissances qui sont un peu, qui sont novateurs. Exactement. Je pense que la notion DLI a pris de l'ampleur en fait avec les fermes verticales. Hein. Donc il fallait quand même définir qu'est-ce qu'on a besoin comme lumière pour les différentes espèces. Oui, Philippe Morel, INRA. Oui, je voudrais apporter simplement une petite précision par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport à l'ombre portée des bâtiments.
Bien sûr que la DLI de la journée est l'élément essentiel, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, et nous on a un programme de recherche qui va démarrer dans ce sens-là, c'est la brutalité du changement, à la fois lumineux et thermique, puisque en fait les deux sont liés, voire l'hygrométrie au niveau du limbe de la feuille. Parce qu'en fait, on est à peu près certain qu'une plante qui est habituée d'une certaine façon à l'ombre, qui est exposée brutalement à la lumière, par exemple à une course du soleil qui va apparaître à partir de 2 ou 3 heures de l'après-midi en plein été, va subir un choc physiologique qui risque d'être très, très important. Oui. Et même si la DLI de la journée est satisfaisante, il n'est pas certain que la photosynthèse puisse aussi facilement s'adapter. Donc là, je pense qu'il y a tout un sujet de recherche qui est très original, parce qu'en fait, dans la nature, c'est quelque chose qui se passe pratiquement jamais, mais qui mérite d'être approfondi, plutôt que de parler soit en somme de température ou en somme de rayonnement sur la journée, mais en intégrant ces variations extrêmement brutales. Oui, exactement. Merci, Philippe. Je pense que c'est important de ne pas penser uniquement lumière, mais bon, pour avoir une photosynthèse efficace, ce n'est pas uniquement la lumière, mais il y a aussi les CO2, il y a aussi la température. Donc il y a toujours un facteur limitant qui fait qu'à un certain moment, la plante est à sa production maximale, quoi, lié à un facteur qui est limitant. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. C'est bon pour vous? Tout le monde est satisfait, rassasié intellectuellement, entre guillemets. Voilà, donc c'est bon, on peut passer, je pense, à la suite. À noter quand même que tous ces résultats-là sont dispo sur le site Astrodor. Donc il y a une synthèse qui est dispo en téléchargement libre, qui fait une petite dizaine de pages, qui est vraiment très synthétique, parce que ça synthétise les 3 actions qui vous sont présentées ce matin. Et puis, par contre, sur demande, donc là, il y a une fiche qui est là-bas, je crois, tu l'as mise à l'entrée, hein. Vous pouvez vous demander à recevoir les comptes rendus complets. Donc là, c'est vraiment 70 pages d'écrit par action, hein. Donc là, ce qui vous est présenté ce matin, c'est aussi une contraction, bien entendu, de tous ces écrits où plante par plante, les résultats sont exprimés, etc. Donc ça, vous n'hésitez pas aussi si vous voulez aller plus loin sur telle ou telle action qui vous sont présentées ce matin.